C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Mathieu Delesseux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de La Belle Forêt, ancien publicitaire, propriétaire forestier dans les Vosges depuis 30 ans. Vous allez nous présenter évidemment votre entreprise dans un instant, mais je voudrais commencer par le constat sur l'état de nos forêts françaises. Comment elles vont ? Mal. Mal ? Elles vont mal, elles vivent une tempête qu'on appelle un petit peu silencieuse, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors on en a parlé l'été dernier avec les incendies dans les Landes, où il y a quand même 60 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée. Et elles vont mal parce qu'elles manquent d'eau, terriblement. Et quand elles manquent d'eau, les arbres qui ont des défenses immunitaires comme vous, comme moi, ont du mal à se défendre. Et ont du mal à se défendre contre les parasites qui les grignotent au fur et à mesure, avec un parasite connu qui s'appelle le scolite. Et puis surtout, les arbres sèchent sur pied, ils décrochent. Et il suffit d'aller voir la forêt de Chambord, par exemple, ou la forêt beaucoup de forêts de Fontainebleau, dans laquelle j'étais il n'y a pas très longtemps encore. Et on voit vraiment que beaucoup d'arbres sont en train de décrocher, donc de dépérir sur pied par manque d'eau, ou pris par des parasites, puisqu'ils n'ont plus les défenses immunitaires suffisantes. Et est-ce que vos arbres, par exemple, dans les Vosges, sont préservés parce qu'il y a un climat un peu particulier là-bas, ou est-ce qu'ils sont impactés ? Alors ça dépend où. Les piémonts, c'est-à-dire le bas des Vosges, oui, c'est très impacté terriblement, et en particulier une essence qui s'appelle l'épicéa, qui a beaucoup souffert entre 2008 et 2012, par la sécheresse, le scolite, etc. Et puis moins impacté dans ce qu'on appelle pompeusement les Hautes-Vosges, c'est-à-dire entre 800 et 1300 mètres d'altitude, où moi je me trouve, où là on est moins impacté, mais néanmoins, ce qui est incroyable dans ces forêts de montagne, on voit quand même du dépérissement par sécheresse depuis l'été dernier. Est-ce que vous employez l'expression guerre de l'eau, et est-ce qu'il faut s'y préparer ? Oui, il faut s'y préparer. D'ailleurs, la forêt a un rôle à jouer absolument majeur dans la guerre de l'eau, puisque vous savez que la forêt capte énormément d'eau, la stocke, la filtre et la redistribue au travers de ces ruisseaux qui deviennent des fleuves, etc. Donc oui, bien sûr qu'il y a une guerre de l'eau, et la guerre de l'eau, elle va être absolument fondamentale dans les années à venir, et la forêt a un rôle à jouer, donc il faut absolument la préserver, la protéger et l'aider. Et effectivement l'adapter au changement climatique. C'est pour ça que vous avez créé la Belle Forêt en 2021 avec Philippe Gourmin, qui est expert forestier. Vous êtes publicitaire, je le disais, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre C'est un petit peu tout, c'est une passion pour la forêt depuis 30 ans qui s'exprime dans les Vosges, et pour la biodiversité, qui est très importante pour moi et très importante dans notre modèle. C'est une rencontre avec Philippe Gourmin, qui est un expert forestier connu comme le loup blanc dans le milieu de la forêt, et qui d'ailleurs est à l'origine de la reconstruction de la charpente de Notre-Dame en chêne. Il s'est beaucoup battu pour ça, et c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Donc c'est cette rencontre-là, et puis c'est moi une envie depuis longtemps, en parallèle des métiers que j'ai exercés dans la communication, à un moment donné, de mettre mon savoir-faire au service de la forêt et de la biodiversité qui souffre beaucoup, et puis avec une vraie connaissance que j'ai des entreprises, et donc d'essayer de connecter les deux. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez avec la Belle Forêt ? Alors en fait, on est une plateforme qui est à l'intermédiaire vraiment du monde de la forêt, qui souffre beaucoup et qui a besoin d'aide, qui a besoin de nouvelles ressources financières. Donc de financement, et qui a entre les mains deux choses qui ont beaucoup de valeur: du carbone. Et vous savez qu'il faut qu'on arrête de rejeter du carbone dans l'atmosphère et qu'on en séquestre. Ça, la forêt le fait très bien, mais elle ne le valorise pas. Et puis par ailleurs, elle a autre chose entre les mains qui est très important pour nous, je pense, et qui est très lié au réchauffement climatique, qui est la biodiversité, qui est en train de chuter considérablement. Et de l'autre côté, le monde des entreprises, que je connais bien parce que j'ai travaillé 30 ans, et des grandes entreprises qui sont prises dans un sujet, dans un objectif de décarbonation de l'économie, c'est-à-dire de baisser leur empreinte carbone, donc de rejeter beaucoup moins de carbone dans l'atmosphère, et puis par ailleurs de contribuer à la net zéro, à l'équilibre zéro carbone 2050, qui a été fixé par l'Europe, par aussi la France, en achetant des crédits carbone sur le marché, ou qu'on appelle encore des unités de réduction d'émissions. Oui, parce que le mot, les mots crédit carbone, ils deviennent un peu polémiques. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est quoi, on achète un permis de polluer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Non, alors ils sont polémiques en ce moment parce que c'est un marché qui existe depuis le protocole de Kyoto, parce que dans le passé, il y a certains, on va dire, acteurs pas très honnêtes qui ont un petit peu profité. Le marché est en train vraiment de se structurer. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on arrive avec une nouvelle offre complètement disruptive, locale, puisqu'on propose des crédits carbone qui sont issus des forêts françaises. On propose des crédits carbone qui sont à impact biodiversité, ce qui est très particulier, qui n'existe pas. Et enfin, on a travaillé avec Bureau Veritas et EcoCert pour tout ce qui est sujet de vérification et de certification. Donc tout ça est très encadré et très transparent. Alors on va justement reprendre en détail ces trois aspects. Vous dites unité de réduction d'émissions vertueuse, locale, vérifiée et certifiée.
déjà vertueux. C'est presque un jugement de valeur. Donc c'est quoi un crédit carbone vertueux? C'est un crédit carbone qui, par définition, va moins rejeter de carbone dans l'atmosphère, puisque l'idée vis-à-vis des propriétaires forestiers, c'est de leur dire il y a beaucoup d'arbres que vous pourriez couper, et vous allez renoncer à les couper, c'est-à-dire vous allez les laisser en forêt. Ouais. Et donc tant que l'arbre reste en forêt, le carbone reste en forêt. Et puis par ailleurs, cet arbre va continuer à faire de la croissance et donc à séquestrer du carbone chaque année. Et l'engagement qu'on demande aux propriétaires, c'est un engagement de conservation de ces peuplements forestiers, pour une partie bien sûr, pendant 30 ans. Donc au lieu de rejeter du carbone dans l'atmosphère, on va le garder en forêt. Et ce bois qu'on va garder en forêt va continuer à séquestrer du carbone. Et puis vertueux parce qu'il a un impact biodiversité très fort qui est au cœur de notre modèle. Et en fonction de la gestion que fait le propriétaire forestier sur sa biodiversité, on va lui donner une note qui va plus ou moins valoriser son crédit carbone. Donc on le met dans un système vertueux où on le pousse à protéger sa biodiversité. Mais ça veut dire que, parce que l'un des effets du réchauffement climatique, c'est qu'on a des essences qui sont plus adaptées finalement dans certaines régions. Donc il faut revoir tout ça. Donc là, on en revient aux investissements dont on parlait. On a quoi? Alors je vais employer un terme de béotien, mais on a une forêt qui est un peu trop homogène ou monolithique. Non, on a une forêt qui prend le réchauffement climatique de plein fouet et, voilà, et qui a besoin de s'adapter. Elle ne peut pas s'adapter seule parce que le réchauffement climatique va beaucoup trop vite. Vous voyez, récemment, on était dans le Tarn, une forêt qu'on a vue il y a 1 an, avec des peuplements dont on pensait qu'ils allaient tenir. Et 1 an plus tard, on y retourne, là, il y a 15 jours, et on se rend compte qu'une partie des peuplements forestiers dont on pensait qu'ils allaient tenir 30 ans ne tiennent pas, sont déjà en train de décrocher. Donc il faut les remplacer par d'autres essences à ce moment-là? Alors il faut déjà bien définir quelles sont les essences qui vont résister à ce réchauffement climatique dans les 30 ans qui viennent. Et donc ça, on travaille avec des ingénieurs forestiers au sein de la Belle Forêt et puis des experts forestiers, bien sûr. Et ceux-là, il faut absolument les préserver, c'est-à-dire qu'il faut préserver les puits de carbone existants, c'est-à-dire la forêt existante, mais on ne peut pas tout prendre dans cette forêt. Voilà. Et puis les autres essences qui vont décrocher, elles vont décrocher, donc elles vont être vendues par le propriétaire forestier. Et il faut effectivement les remplacer, mais calmement, avec une sylviculture très proche de la nature, en réintroduisant des nouvelles essences, sous couvert continu, doucement, arrêter les coupes rases. Enfin bref, il faut changer la sylviculture et faire une sylviculture beaucoup plus respectueuse de la nature et climato-orientée. Oui, mais donc ça, le constat que vous nous faites, c'est aussi un constat d'un manque d'anticipation, parce que voilà, on sait bien que les scientifiques du GIEC, ils alertent depuis des décennies, donc la politique forestière, française, mais pas seulement d'ailleurs, elle n'a pas tenu compte de ça? Elle a peut-être pas assez anticipé, en effet, mais avec un réchauffement climatique qui, vous le voyez comme moi, va beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé ou envisagé. Même le GIEC est lui-même surpris de voir la vitesse à laquelle ça s'accélère. Et donc oui, on est pris maintenant de vitesse sur la gestion sylvicole en France. Oui. Alors je reviens au deuxième aspect, le côté local, donc forêt 100% française. C'est aussi un argument pour les entreprises qui vont pouvoir, voilà, c'est plus facile j'imagine de mobiliser, même en interne, en termes de cohésion interne ou d'image de l'entreprise? Absolument, les entreprises, elles sont sous tension, sous pression. Il faut qu'elles changent leur modèle, qu'elles se transforment pour rejeter beaucoup moins de carbone dans l'atmosphère et puis pour préserver la biodiversité. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises achètent des crédits carbone sur le marché, bien sûr, des unités de réduction d'émissions. Dans l'hémisphère sud, beaucoup, avec des modèles qui sont beaucoup remis en cause en ce moment. Et nous, on arrive avec une offre toute nouvelle, disruptive, différente, locale par définition, puisqu'on ne propose que des crédits carbone issus des forêts françaises pour l'instant, voire ultra-locale, puisqu'on peut trouver une forêt très proche d'une implantation d'une entreprise, même en région. Voilà. Et enfin, très vertueux, puisque, à nouveau, on défend la biodiversité qui est au cœur de notre modèle. Et il y a potentiellement, il y a combien d'arbres à planter? Non, mais c'est pas une colle, mais c'est parce que moi, j'ai lu depuis plusieurs années que finalement, la forêt française n'est pas si mal, qu'il y avait plus d'hectares de forêt aujourd'hui qu'il y a plusieurs décennies, etc. etc. Donc, alors peut-être que j'étais mal informé, mais est-ce que c'est l'accélération du réchauffement climatique qui fait qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin beaucoup plus important qu'avant, qui explique aussi votre démarche? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui, il y a du côté de la forêt, il y a l'accélération du réchauffement climatique qui fait que la forêt souffre et souffre terriblement, et ça va s'accélérer dans les années qui viennent, on le sait. Donc il faut absolument trouver des nouvelles ressources financières pour aider la forêt française. Donc d'où le carbone et la biodiversité qu'on va valoriser au travers de cette offre et qui aujourd'hui ne sont pas valorisées. Et d'un autre côté, les entreprises qui comprennent bien que via ce réchauffement climatique, il faut qu'elles jouent un rôle dans l'atténuation du réchauffement climatique
en rejetant moins de CO2 et en séquestrant du CO2 au travers de l'achat de crédits carbone sur le marché. Et ces crédits carbone, vous l'avez dit, sont vérifiés, certifiés. Il y a Bureau Veritas, il y a un comité scientifique indépendant aussi. Pourquoi vous y teniez? Oui, alors c'est très important. D'abord, il nous a beaucoup aidé scientifiquement, ce comité, à monter notre structure. On a travaillé pendant 2 ans avec eux, en parallèle avec eux et avec Bureau Veritas et avec des entreprises et avec des propriétaires forestiers. Donc c'est un énorme boulot. Donc ce comité scientifique de la Belle Forêt nous a énormément aidé à bien nous guider, nous challenger beaucoup sur ce qu'on était en train de faire. Et puis Bureau Veritas a monté un comité technique, qui est l'équivalent d'un comité scientifique, qui lui-même nous a aussi beaucoup challengé pendant 6 mois. Donc on a travaillé avec ces 2 comités pour être certain qu'on était en train de construire une méthodologie vertueuse, totalement transparente, totalement justifiée bien sûr, sur la génération des crédits carbone et l'impact biodiversité de ces crédits carbone. Merci beaucoup, merci Mathieu de Merci à l'ECE. Et bon vent à la Belle Forêt. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables des diamants semi-conducteurs.